tiens à saluer toute cette auguste assemblée pour cette deuxième séance de la journée consacrée à l'état de droit et démocratie selon la pensée de Mohamed Hassan Ghazali. Comme vous le savez, ça a été dit, nous avons pris aussi ce matin, c'est un axe de pensée mais aussi de pratique essentiel au témoignage et à l'action de Mohamed Hassan Ghazali durant toute sa vie. Je crois depuis le tout début de ses études jusqu'à la veille de sa mort, son mot d'ordre c'était effectivement la liberté, non plus du pays parce qu'elle était acquise, dès qu'il y avait encore quelques frontières à récupérer, mais c'était la liberté de chacun. C'était dit ce matin, l'axe cardinal de Mohamed Hassan Ghazali, et c'est devenu une répétition dans sa pensée, surtout depuis 1945, sa libération en 1946, c'est les droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies se réfère très tôt aux Nations Unies. Je ne crois pas qu'il y avait énormément de Marocains qui se référaient aux Nations Unies à l'époque. Le Maroc n'en était pas encore parti, donc a fortiori, il y a de discours appropriés à ce sujet. Et au fond, son combat incessant, l'aspect de la dépendance acquise, c'est d'instaurer cette des institutions démocratiques. Parce qu'instaurer la démocratie, ça ne veut rien dire, mais c'est qu'il faut qu'elle soit accompagnée d'institutions démocratiques. Qui dit institutions démocratiques dit pratique diplomatique, pratique démocratique, a fortiori à tous les niveaux de la société, au niveau du citoyen, au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau de l'État, au niveau des corps professionnels, au niveau des élites. C'est quelque chose qui lui tenait très à cœur. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé ici d'élections locales, régionales. Eh bien, je relisais l'autre jour son commentaire sur les premières élections au Maroc qui étaient au niveau communal. Il faut voir avec quel espoir il misait sur le résultat de ces élections auxquelles tout Marocain, hommes et femmes, devait participer à égalité. Et il a déploré, quelques mois après, il écrit à Sa Majesté pour lui dire la deuxième étape, elle arrive quand? Il faut fixer la deuxième étape, les élections parlementaires. Évidemment, il faudra attendre longtemps avant que ces élections parlementaires soient organisées et dans un contexte très différent de ce dont il rêvait. Voilà un petit témoignage peut-être en ouverture de cet après-midi qui est très prometteuse au niveau des exposés que nous allons entendre. Tout d'abord par notre collègue, ami, professeur Abdelwahab Maalmi, professeur de relations internationales. Donc, moi j'enseignais l'histoire des relations internationales pendant plus de 35 ans. Donc, nous apprécions évidemment ce type d'approche. Mais aujourd'hui, il va effectivement se consacrer à nous livrer ses réflexions, ses commentaires, ses critiques aussi sur ce que pouvait être cette démocratie basée sur la Choura, qu'est-ce que ça peut signifier, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui. Je crois que c'est ça qui est important. L'histoire exacte, c'est une chose, la portée de ce message en est une autre, en est un autre, et ça, c'est important. Et puis, nous aurons en deuxième temps un historien aussi qui va nous parler, qui est très connu, célèbre, et qui a beaucoup travaillé, professeur à l'université de Rabat, et qui va nous parler du combat de Mohamed Hassan Ghazali pour une démocratie adaptée au pays, marocaine. Made in Morocco. Voilà. Made in Morocco. Voilà, le label Maroc. Démocratie, label Maroc. Ça, c'est un bon slogan à travailler. Voilà, alors je ne veux pas étendre mes commentaires, car nous aurons ensuite, comme on l'a vu ce matin, un débat, j'espère riche aussi, et nourrir ainsi nos connaissances et nos engagements respectifs, le cas échéant, parce que la science doit conduire aussi à un type de comportement. Alors, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, bonjour. Je vais parler en français. J'ai le truc là. Oui. Je parle en français, c'est un hommage aussi à la langue française, parce que Ghazali maîtrisait les deux, y compris la langue française. Et donc, c'est un après-midi mi-français, mi-arabe. Je remercie d'abord le comité d'organisation de m'avoir invité à faire cet exposé.
sur la démocratie et Choura dans la pensée de Mohamed Hassan al-Ghazali. Tout de suite, je vais dire quelle est la problématique que je veux traiter. Je vais essayer de présenter devant vous une réponse à 3 questions. Disons, la première, quelle est plutôt la question fondamentale, quel est le rapport qu'établit Mohamed Hassan al-Ghazali entre la démocratie et la Choura? Est-ce que c'est un rapport de hiérarchie ou d'équivalence? Première question. Ce rapport, quel qu'il soit, est-il statique ou dynamique? Est-il constant ou a-t-il évolué dans le temps? Ce rapport entre démocratie et Choura. Et puis, quel est le modèle visé à long terme par Mohamed Hassan al-Ghazali? Est-ce que c'est la Choura? Est-ce que c'est la démocratie, disons, moderne, pour faire vie, démocratie libérale? Pourquoi cette problématique s'est imposée à moi, en fait, le sujet lui-même, avant de formuler la problématique, le sujet s'est imposé à moi, par hasard comme ça, en suivant une émission à la télévision sur bonjour CSIA, sur Mohamed Hassan al-Ghazali, et dans cette émission, un ancien membre du PDI, partisan de Hassan al-Ghazali, à son nom, déclarait que le choix de Choura signifiait que dans notre esprit, Choura était supérieur à la démocratie. C'est autre chose. C'est pas la démocratie. Ça, c'est pas la démocratie libérale. Ça m'a un petit peu intrigué, interpellé. Par la suite, la problématique que j'ai présentée devant vous, les 3 questions, s'est renforcée dans mon esprit en lisant les textes de Mohamed Hassan al-Ghazali. Et j'ai tombé sur un mémorandum envoyé par Mohamed Hassan al-Ghazali au roi Hassan II en 1974. Dans ce mémorandum, Mohamed Hassan al-Ghazali demande au roi, au nom de son parti, l'instauration d'un régime démocratique vrai, inspiré de la Choura en islam et non des régimes étrangers qui ne nous conviennent pas en tant qu'Oumma marocaine musulmane. D'ailleurs, cette disons, optique a été confirmée lors du colloque organisé par la Fondation Hassan al-Ghazali à Fès en 1998 par un participant, un professeur que je ne connais pas, Mjid Benjeloui, qui a conclu dans sa communication intitulée Les fondements islamiques de la démocratie chez Mohamed Hassan al-Ghazali, il a dit l'attachement de Mohamed Hassan al-Ghazali à sa religion dans toute sa pureté l'a conduit à refuser l'application aveugle de la démocratie occidentale, ou du moins de ce qu'elle a de contraire à l'islam, à commencer par le suffrage universel direct, en ajoutant curieusement tant que le peuple ne dispose pas de l'éducation citoyenne. Cela dénote en fait la complexité de l'héritage de sa pensée. Et j'espère, pour y voir clair, j'ai adopté une approche, disons, à la fois synchronique et diachronique. Synchronique recherche ce qui est constant dans la pensée, ce qui n'évolue pas, Tabitz, et ce qui évolue dans la pensée de Hassan à propos de cette problématique. Démocratie, et puis je termine par quelques conclusions. C'est pour ça que j'ai intitulé le premier point la recherche des éléments d'invariance dans la pensée de Mohamed Hassan al-Ghazali, et dans le second point, les éléments de variance, si vous voulez, d'évolution dans la pensée de Mohamed Hassan al-Ghazali. Alors, je ne me suis pas limité à un texte ou deux. J'ai lu les textes de fond, les déclarations, les interviews, les articles journalistiques, les mémorandums, enfin,
un corpus assez important. J'ai travaillé sérieusement pendant ces vacances. Bah, c'est la première fois que je m'intéresse à la pensée de Mohamed Hassan al-Ghazali. D'ailleurs, mon père était un chouri à ses débuts, et il a été parmi les victimes des enlèvements, etc., avant de rejoindre l'UNF par la suite. Donc, c'est un hommage aussi à mon défunt père, si vous voulez, que je fais cette intervention ici devant vous. Alors, donc, c'est un corpus constitué d'un certain nombre de textes allant des années de l'exil, 30-40, jusqu'aux années 70. Pratiquement jusqu'à ça. J'ai essayé de voir un petit peu ce corpus et comment on peut chercher ce rapport, parce que ça m'intriguait, entre démocratie et choix. Démocratie, choix ici. Alors, je commence d'abord par les éléments d'invariance. Alors, en lisant, ça peut être, disons, discuté, critiqué, etc. Bon, c'est un effort que j'ai fait. J'ai relevé 3 éléments d'invariance dans la pensée de Hassan al-Ghazali concernant le rapport entre démocratie et choix. D'abord, le premier élément, c'est la revendication démocratique. Ça, c'est une constante. Et ce, dès le protestant. C'est pour ça que Mohamed Hassan al-Ghazali était le premier à revendiquer la démocratie, même sous le protectorat. Et lier démocratie et indépendance à il voulait que le protectorat évolue vers l'indépendance, mais en préparant le peuple marocain à la démocratie. Ça, c'est son projet. Après l'indépendance et jusqu'à sa mort en 1970, la revendication démocratique est restée une priorité des priorités. Et il considérait la revendication démocratique, le problème de la démocratie, priorité des priorités, comme solution fondamentale à tous les problèmes du Maroc, qu'il appelait l'homme malade, qu'il considérait comme un Maroc caractérisé par un vide politique, le vide politique, séparation entre l'État et la société, la corruption généralisée. Bon, tout ça, donc, était constant dans sa pensée et il appelait à revendiquer la démocratie comme solution à ces problèmes. Deuxième élément d'invariance, c'est la prégnance du modèle occidental de la démocratie dans ses écrits et dans sa pensée. C'est-à-dire que le modèle habitait en continu, n'est-ce pas, sa pensée et ses écrits. C'est le modèle qu'il a le plus développé, le plus analysé. Pas démocratie représentative et pluraliste et l'état de droit. L'état de droit, constitution, séparation de pouvoir, soumission de l'État à la loi, respect des droits de l'homme, etc. Voilà, donc si vous voulez, la trame générale et continue et constante de la pensée de Hassan al-Ghazali concernant cette. Donc c'est le modèle occidental est resté, occidental, libéral, tout ce que vous voulez, c'était prégnant, important, il absorbait. Sur le Shura et sur la question du pouvoir de l'islam, Mohamed Hassan al-Ghazali a travaillé, mais il a produit pas beaucoup de textes. Pas beaucoup de textes, comme cela est le cas pour plusieurs autres auteurs. L'islam au-delà, l'islam, et si j'en crois le centre, ce texte a été écrit pendant les années 1000. D'accord. Troisième élément fondamental et disons d'invariance constant, continu, c'est l'argumentation de Hassan al-Ghazali pour justifier la revendication démocratique. C'est l'argumentation, c'est une argumentation éclectique et syncrétique qui combine la raison et la religion, un certain humanisme à l'occidental et un référentiel islamique réinterprété, reconstruit, pour justifier justement la revendication de la démocratie.
En clair, il voulait dire, si vous voulez, par cette argumentation, que le peuple marocain, à l'époque, méritait un État démocratique moderne parce que les Marocains sont un peuple de libres, des Amazirs, parce que la liberté et la démocratie sont supérieures à l'autoritarisme, pour changer la condition des Marocains dans la dignité et dans la justice, et aussi dans l'argumentation, parce que l'islam, la religion islamique, qui est la religion des Marocains, interdit le despotisme. Et fournit lui-même, l'islam, fournit lui-même les fondements, les principes de l'État moral et démocratique souhaité, dont la Shura parmi les principes fondamentaux. Voilà donc les trois éléments d'analyse qu'on retrouve tout au long des écrits de Hassan al-Zani durant sa vie. Alors maintenant, comment expliquer ces éléments, cette pensée, cette invariance, ces éléments qui comment expliquer cet attachement précoce et constant à la valeur démocratique et cette manière de concevoir la démocratie et la défendre, la concevoir à la moderne, la défendre à la fois à la moderne et à la traditionnelle. Alors là, je vois deux facteurs déterminants. Le premier facteur, c'est sa formation à la pensée moderne, européenne, dans les écoles françaises, dans le contexte particulier du protectorat. N'est-ce pas? C'était dans le cadre du protectorat. Donc, il y avait d'une part une fascination pour la philosophie des Lumières, pour la Révolution française, qui a acquis dans les écoles françaises. Donc, il a, disons, acquis un certain idéalisme démocratique et libéral, une soif de la liberté, imposée par le contexte du protectorat, une soif donc de la liberté et de la démocratie. L'autre facteur, c'est le facteur déterminant, ce sont les 9 ans. Les 9 ans d'exil, n'est-ce pas, interne, entre 1937 et 1946, car c'est là où Mohamed Hassan al-Zani va. Moi j'ai étudié après les écrits, c'est d'après la biographie qu'on a donnée, j'ai écouté pas mal de vidéos, etc., pour ne pas me tromper. Et pourtant, on risque de se tromper. Alors, durant cette phase, ces 9 ans, qui sont longs, n'est-ce pas, où Mohamed Hassan al-Zani a pu se forger sa propre pensée et a complété aussi sa formation dans la langue arabe et en matière islamique, d'après ce que j'ai lu et entendu. Ceci lui a donné les moyens de défendre plus efficacement, n'est-ce pas, son projet politique dans un contexte, bien sûr, marqué par la prédominance du référentiel arabo-musulman à l'époque, le réformisme, ainsi à l'idéalisme démocratique libéral acquis en France, il s'est forgé un idéalisme islamique fondé sur le principe de la Shura, tiré du Coran et de la pratique prophétique et des 4 premiers califes du prophète. Voilà donc, à mon avis, les éléments d'analyse et l'explication qu'on peut donner de cette structure, n'est-ce pas, le noyau de la pensée concernant la démocratie et la Shura. Quels sont maintenant les éléments de variante, les éléments qui évoluent, qui ont changé? Ils ont porté sur 2 thèmes, sur 2 sujets. Le premier concerne le rapport justement entre la démocratie libérale et la Shura islamique. La référence aux 2 était constante, mais le rapport entre les 2 a évolué. Relève de la variante, ce qui évolue. Deuxième élément de variante, c'est l'applicabilité du modèle démocratique souhaité, visé. L'applicabilité. Le projet qu'il visait, qu'il appelait de ses voeux, était applicable ou non? Est-il applicable ou non? Ça aussi a évolué.
On va voir comment. D'abord, le premier point concernant le rapport entre démocratie libérale et Shura islamique. Alors là, je relevais 3 points de l'évolution. Dans un premier temps, c'est-à-dire durant le protectorat, j'ai relevé une certaine équivalence entre démocratie et Shura islamique. L'objectif était de fonder islamiquement, n'est-ce pas, la revendication d'un État national, démocratique et moderne pour le Maroc. Quel était l'argument? L'argument, c'était que l'islam a précédé les démocraties modernes dans l'énonciation des principes de l'État fondé sur la démocratie et la justice, grâce notamment à l'idée de Shura, interprétée à la façon de la Saint-Exupéry, et grâce aussi aux finalités de la charia. Mais les démocraties modernes, qui dépassent, ont le mieux traduit ces principes sur le plan institutionnel et formel. Donc la forme, Parlement, Constitution, parti politique, tout ça, ça c'est moderne, ça n'a jamais existé dans l'histoire islamique et la Shura ne dit pas, mais la Shura, dans les principes, dépassait, précédait, pas dépassé, mais précédait. Donc certaines équivalences à ce côté, hein, entre démocratie et Shura. Dans un second temps, allant de 1956 à la proclamation de l'état d'exception, on assiste à une prédominance du discours politique moderniste. Là, on assiste à une hiérarchie en faveur de la démocratie libérale. C'est dans cette période, cette époque-là, qu'il y a une mise en avant d'un certain nombre de notions, de concepts relevant de la démocratie libérale. La souveraineté populaire, par exemple. L'appel, la revendication d'une déclaration des droits de l'homme et des citoyens marocains, la revendication de l'Assemblée constituante pour instaurer, pour mettre en place une constitution établissant une monarchie constitutionnelle à la Britannique. Le pluralisme politique, le programme du PDI lui-même, parmi les partis qu'il a suivi par la suite de Soleil démocratique. Les 3 piliers du programme, c'était le Roba, Démocratia, Academia Chirakia. Tout ça, c'est très libéral. Ça a épousé les puissants. Et j'en veux preuve 3 choses. L'accusation de laïcité et de républicanisme dont il a fait l'objet pendant cette période, de la part de ses adversaires, bien sûr. Le changement du nom du parti, passant du parti Shura et Istiqlal au parti de Soleil démocratique, et puis surtout, là je considère ce texte comme paradigmatique et fondamental, l'article publié dans le journal Dostor en novembre 62, c'est la critique faite à la Constitution de 62. Alors dans ce texte, non seulement il dit que la Constitution n'établit pas une véritable démocratie, mais qu'elle contient un certain nombre de notions, n'est-ce pas, et d'institutions religieuses lourdes de conséquences ou discutables, comme Emirat al-Moumini, comme royaume du Maroc, comme État islamique. Elle dit c'est bien, mais attention, vous risquez d'avoir des problèmes, parce qu'on va vous dire, vous ne respectez pas l'État islamique. Parce que l'État islamique, c'est un certain nombre de choses qu'il faut respecter, etc. Si vous ne pouvez pas, vous mettez le Maroc comme État islamique, et c'est grave pour d'autres concepts. Ou la sacralité du roi. Donc ce sont des choses qui ont été discutées. Donc, et ça, c'était vraiment un véritable tremblement, n'est-ce pas, dans le concept. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que pendant cette période, c'est le discours moderniste qu'il a. Et tout à l'heure, je crois que cette intervention confirme un petit peu ce que je vous dis. Troisième temps, c'est celui qui va de 1967 au fameux texte de 174. Nous nous rendons 1973. D'abord,
n'est-ce pas, qui dit que bon, le Maroc, ce qui lui convient, c'est un système de shura à l'islamique et pas un régime inspiré des régimes démocratiques, des régimes étrangers. Donc là, on assiste à un retour de balancier en faveur d'un discours plus traditionnel, en faveur de la shura islamique. Donc là, on assiste à une hiérarchie inverse. C'est la shura islamique qui l'emporte sur la démocratie libérale. Et là, on entre dans une période d'ambiguïté. Car Hassan al-Wassani a critiqué l'état d'exception comme un coup d'État constitutionnel. Il a critiqué le projet de Constitution de 70 comme étant une régression, un retour en arrière sur 62 et sur les acquis de 60. Mais, après tout ça, on assiste à un retour au discours sur le pouvoir en islam, sur le shura, sur l'État et la religion en islam, etc. Pour finir, finalement, sur une reconnaissance de la conformité de la Constitution de 70 qu'il a critiquée avant, nous disons que la Constitution 70 est dans une déclaration 60-61 conforme à celle de l'islam sur le peuple. Et le compte est sur le peuple pour instaurer la démocratie sur là. Il n'y a plus confiance dans les élections, ni dans le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est l'arme à double tranchant. Le peuple, par arriéré, un alphabet, pouvait être manipulé. En tout cas, donc voilà, finalement, il faut dire ça, compter sur le peuple pour aller vers la démocratie. Ce n'est plus, disons, une option. Et puis, pour finir aussi, il faut dire que le régime de Hassan al-Wassani, par conséquent, va parier sur la sagesse du roi. Sur le réalisme et la modération des partis et sur l'unité des partis autour du roi, pour hiérarchie. Deuxième élément de la variante, c'est la menée consciente de l'enfant nécessaire pour sortir des principes de l'évolution, du développement de son. Alors jusqu'à 1960, ça a été archi et d'instaurer l'État moral et démocratique du modèle dont il rêve. Alors comment expliquer cette évolution dans les discours de Mohamed Hassan? Alors il y a, il suffit de lire l'explication qui tient à lui-même. Hassan al-Wassani était bien sûr penseur, intellectuel, mais surtout un homme politique, un homme d'action. Donc soucieux d'efficacité, autant que des convictions. Il devait balancer la conviction et l'efficacité. Avec des résultats qu'un chef du parti, un leader, un idéologue du parti. Donc il devait adapter son discours, ses actions, ses positions aux circonstances. Ça, donc, première explication. Deuxième explication, c'est la réalité. Ce sont les obstacles et les difficultés auxquelles Hassan al-Wassani et son parti se sont confrontés, n'est-ce pas, pour la réalisation de leur projet, et qui conduit finalement à désespérer de voir un jour se réaliser le projet politique dont ils rêvaient. 4 obstacles. Il y a eu 4 obstacles fondamentaux, majeurs. Premier obstacle, c'était les conflits et les divisions du mouvement national et la persécution dont la persécution féroce dont son mouvement fut l'objet. Ça, c'est le premier il comptait sur une sérénité, sur une union, n'est-ce pas, avec les autres partis, sur cette partie du mouvement national, sur le projet imposé au roi, etc., en fin de division, etc. Deuxième obstacle sur les duretés des réalités politiques, c'est-à-dire la lutte pour le pouvoir, qui ont escamoté les idéaux. La lutte pour le pouvoir l'a emporté sur la réalisation du projet. Même si tout le monde réclamait la démocratie, en fait, les luttes pour le pouvoir l'ont retardé, l'ont reporté à plus tard. Lutte au sein du mouvement national et entre le mouvement national et la monarchie. Et donc, les idéaux, la démocratie, les libertés ont été ravalés au second. Troisième obstacle, c'est le poids de la monarchie. Le poids idéologique, symbolique, politique, n'est-ce pas? C'est un poids qui allait en se développant, n'est-ce pas, en croissant. L'hégémonie, retraditionnalisation de la vie politique, sous Hassan II. Ça,
c'est le troisième obstacle devant, et puis surtout l'état du peuple marocain que le Salvador considère comme le kulful kul, je disais, kulful kul, mais malheureusement ça s'est avéré faux et le tournant a été justement les élections locales de 1960 qui, aux yeux, étaient falsifiées, donc basées sur quelque chose de malsain, n'est-ce pas? Et ce qui, pour lui, n'était pas un bon début pour la démocratie. Et aussi le référendum de 1962 qu'il a beaucoup critiqué, et ce qui l'a conduit au désespoir. Et de là, on commence à parler de ce qu'on appelle Mihna, alors, ma question, est-ce que le retour vers un discours traditionnel sur Shura, Islam, révolution, par le haut, etc., le gouvernement de Sfa Saliha, Moumina, etc., un discours traditionnel religieux qui a commencé à prédominer, et puis l'appel à une monarchie intermédiaire entre la monarchie absolue et la monarchie constitutionnelle, n'est-ce pas, au nom de l'islam qui est le est-ce que tout cela veut-il dire abandon de son projet initial, n'est-ce pas, de la démocratie libérale, monarchie constitutionnelle au sens moderne du terme, au profit d'une choura islamique, dont il n'a jamais finalement donné un modèle précis et applicable, à part quelques principes qu'il a tirés de la charia et de quelques penseurs islamiques comme Mawardi et Ibn Khaldoun, et ce qu'il a appelé l'État islamique idéal, qui demeurait dans son esprit d'ailleurs inaccessible. En fait, l'ensemble des textes considérés, que j'ai étudiés, et quand on les replace dans leur contexte historique, on voit que le retour de Mohamed Hassan al-Waziri, discours traditionnel, à partir de 67, ça commence à être perceptible. D'abord, un discours exclusif, les gens se réfèrent aussi à des notions modernes, mais le discours traditionnel visait à trois choses. Il visait à pousser à la moralisation, l'assainissement, c'est le discours moral à la moralisation et l'assainissement de l'État, car il considère que l'État marocain est dans un état de corruption généralisée, une dégénérescence totale. Deuxième objectif, c'est de prodiguer les conseils au roi, au sultan, au khalif, tout ce que vous voulez, non, pas, mais à l'intérieur du référentiel islamique, qui était du plus perceptible, n'est-ce pas, pour l'autre partie, un roi au fait de sa puissance. Et qui utilisait la religion pour asseoir sa légitimité. Donc là, un texte de 78, le dernier discours devant le parti en 78, quelques mois avant sa mort, visait pour permettre au peuple de s'auto-gouverner, de gérer ses propres affaires et de jouir de la plénitude de sa souveraineté dans le cadre de la vraie Shoura. C'est-à-dire que c'est le régime utilisait le même référentiel islamique. Il dit que moi je suis de la Shoura, j'apprécie. Non, ce n'est pas la vraie Shoura. La vraie Shoura, c'est ça, c'est la souveraineté populaire, etc. Donc, j'en conclus quoi? J'en conclus que le discours sur la Shoura est un discours tactique, fonctionnel, qui visait trois choses. Moderne, au sens plein du terme. Et troisième objectif, c'est armer cette démocratie souhaitée d'une charge éthique islamique. Alors, à conséquence, quelle conclusion on peut dire? Alors, première conclusion, j'en tire deux conclusions fondamentales et je replace la pensée maintenant dans le contexte actuel. De l'ensemble des textes de Mohamed Hassan al-Waziri se dégage donc que le modèle politique visé à long terme pour le Maroc, c'est un système démocratique moderne, s'apparentant au système démocratique en vigueur dans les pays qu'il appelait les pays libres, les pays démocratiques, les pays évolués.
évolué. C'est-à-dire la souveraineté populaire, le pluralisme politique, l'anarchie constitutionnelle, un état de droit conjugué. Et l'invocation de la charia en islam n'équivalait pas du tout, dans son esprit, à un retour au système califal et aux catégories, concepts et institutions politiques tels qu'on les retrouve dans le Mawardi et le Khadoum, par exemple. Et tels que, par exemple, quelques partis, actuellement ici au Maroc, on connaît, il y a revendique retour à ce type de système, et qui s'appelle Shura. L'État islamique maintenant, en Syrie, vous savez, vous regardez l'organisation de l'État, il y a le geste Shura, n'est-ce pas? Et il dit, voilà, c'est ça. Le système Shura le plus complet, le plus actuellement dans le monde occidental, et moi j'étais là-bas parce que j'étais ambassadeur auprès du Saint-Siège, c'est le Saint-Siège. C'est la monarchie absolue avec un système de Shura. Donc, dans cet esprit, c'était pas ça. Deuxième conclusion, Mohamed Hassan était en avance sur son temps, dès le protectorat, et bien après l'indépendance. N'est-ce pas? Il faut voir que dans les années 60, 70, d'ailleurs le tournant du SFP en 75, c'était pas fortuné. Parce que la démocratie, avant, n'était pas la priorité. C'était la priorité des partis politiques, de personne, sauf quelques démocrates. Donc il était en avance, à la fois sous le protectorat, parce que nous demandait l'instauration de la démocratie sous le protectorat, et même, bon, cette période-là, n'est-ce pas, où on pensait autre chose, révolution, transformation, etc., parti unique, etc. Oui. Alors, mais l'histoire, finalement, lui a donné raison. D'abord, par le triomphe de la démocratie dans le monde, sur les dictatures. Deuxième chose. Et puis, ce qu'on constate, nous constatons actuellement, c'est la marche du Maroc vers, disons, pénible, mais effective, n'est-ce pas, vers la démocratie depuis l'alternance consensuelle. Si vous voulez, il y a une marche maintenant, à laquelle on assiste, etc., vers la démocratie, comme Mohamed Hassan Hassani l'a souhaité. D'un autre côté, il y a le printemps arabe, il y a avec la montée des masses. Le printemps arabe qu'on dit, la montée arabe et la montée des masses qui a suivi, qui a accompagné, ou qui a été même le moteur de ce printemps, a mis en exergue deux dimensions, à mon avis, de la pensée de Mohamed Hassan Wazani. Mohamed Hassan Wazani parlait de la révolution par le haut, pas froide, pacifique, par le droit, par opposition à la révolution par le bas, pas violente et destructrice. C'est une dimension qui existait donc, et le printemps arabe nous donne des exemples. Deuxième dimension, c'est l'interprétation éclairée de l'islam, épousant son temps, n'est-ce pas, contre les dérives théocratiques et réactionnaires au nom d'une interprétation obscurantiste, n'est-ce pas, qui refuse le progrès de l'islam par cet mouvement islamiste. Et je vous remercie. Merci pour cette très pénétrante analyse de la pensée et de son évolution à travers le temps. Et en vous écoutant, je sais plus à qui je disais tout à l'heure que la personnalité de Mohamed Hassan Wazani était une personnalité très complexe, mais vous nous avez un petit peu éclairé sur l'évolution de cette complexité et qu'au fond, la stratégie aussi du discours adapté à l'évolution du contexte. Et c'est ça qui est parfois très difficile chez les théoriciens ou les idéologues, de pouvoir adapter son discours en fonction des défis de l'actualité, du contexte. Et ça, c'est la première fois que j'entends une analyse aussi fine de l'évolution de la pensée, mais grâce effectivement à la bonne connaissance des écrits